monsieur Adel Boulad. Alors, on l'a vu, ça remonte vraiment du temps des pharaons, puisqu'il y a encore des fresques où on voit ces bâtons et on voit ces dessins. Et on voit que ça a évolué. Vous êtes un des principaux fondateurs de ce moderne tartib. L'évolution, elle est venue où et qu'est-ce que l'on peut dire justement concernant le tartib folklorique avec les galabéas que l'on voit dans le sud de l'Égypte et aujourd'hui cet art avec plutôt des tenues de kung-fu et autres arts martiaux? Alors l'histoire est quand même plus longue que ça, hein. C'est-à-dire que la version rurale et folklorique date de 70 ans, 50-70 ans. Avant ça, vous avez 2000 ans de pratique d'un jeu rural avec la tenue rurale. Mais l'aspect folklorique dansé n'a que 50-70 ans. Il ne faut pas que les 50-70 ans cachent 5000 ans d'histoire, dont 2000 ans de jeu rural, mais avant le jeu rural, il y a 3000 ans avant Jésus-Christ, 3000 ans d'un art martial, d'un art militaire que l'armée égyptienne pharaonique a utilisé pendant 3000 ans. Vous avez parlé de Beni Hassan, ça c'est moins 1200 ans avant Jésus-Christ, c'est la 12e dynastie. Vous n'avez pas montré, on pourra le voir peut-être plus tard, quelque chose qui a 1000 ans avant, c'est-à-dire moins de 2600 ans avant Jésus-Christ, à la date du pharaon Sahouré, le deuxième pharaon de la 5e dynastie. Donc là, on est à moins de 2600. Et là, vous avez des hiéroglyphes qui expliquent, où on voit clairement l'instructeur donner des directions à son élève en lui disant « fais tourner ton bâton par l'arrière », en lui disant « ajuste ton bras pour protéger ta tête », en lui disant « vas-y, je t'attends, avance-toi, sinon il faut que si tu bouges pas, l'autre va t'attaquer ». Et la 4e figure, l'instructeur lui dit « arrête de taper le bâton, c'est moi que tu dois atteindre ». Donc ça, c'était une découverte faite en 2009, qui n'est pas apparue là sur la vidéo, mais qui est extraordinaire. Parce que là, vous avez les 4 fondamentaux de la pratique du combat, en tant qu'art martial. Ça, c'était une ligne de bâton. En dessous, vous aviez la description de l'art du combat, de la lutte, et au-dessus, c'était l'art du combat de l'arc, du tir à l'arc. C'était les 3 armes militaires de l'armée pharaonique. Le tir à l'arc, le bâton et la lutte. Ça a duré 3000 ans. Ensuite, progressivement, c'est devenu un jeu rural pendant 2000 ans, qui a contribué à harmoniser le milieu rural, à pacifier ce que les gens vivent ensemble, parce que c'est devenu un jeu festif, avec le mizmar, etc. Et ce n'est que les 70 dernières années que c'est devenu une danse folklorique. Donc il ne faut pas que ces dernières 70 ans cachent l'ensemble. Et l'art moderne, sportif, que vous dites kung-fu, c'est ça que vous avez dit? Oui, je l'ai dit, ouais. Eh bien non, ça reflète les dessins initiaux d'il y a 5000 ans des Égyptiens. Et si vous les regardez de près, vous allez voir de la ceinture descendre 3 brins, 3 branches. Pourquoi? Parce que c'était un morceau de tissu, ils s'enveloppaient, c'était la culotte. Qui serrait, et le 3e morceau venait par l'avant, et ça donnait 3 brins qui dépassaient. On ne va pas mettre nos sportifs d'aujourd'hui la culotte du sumo, ou la culotte du soldat égyptien d'il y a 5000 ans. On lui a mis une ceinture avec 3 pans. C'est l'Egyptian belt. Avec les 3 pans, pour refléter les 5000 ans. Donc on reconnecte à l'origine de la pratique. Et pendant tout ce temps-là, le tartib a toujours été pratiqué, parce que vous parlez, on parle donc de 1200 ans à peu près avant Jésus-Christ. Moins de 2600. Moins de 2600. 2600 avant Jésus. 2600 jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il a toujours été pratiqué et pourquoi est-ce qu'il a été pratiqué quasiment dans la même région, entre la moyenne et la haute Égypte à peu près? C'est lié au fait à la pratique, à l'activité du paysan. Le paysan et l'éleveur a toujours un bâton à la main pour marcher, pour se balader, pour ranger, pour pousser. Donc il a plusieurs utilisations, dont l'utilisation de la soirée. Son bâton est avec lui, c'est son compagnon en fait. Hein. Et dans la soirée, on est là assis et tous les deux, on va se défier. Celui qui va effleurer l'autre le premier aura gagné. C'est une virilité aussi, par exemple. Alors certains le lisent comme signe de virilité, certains le lisent comme défi, hein, puisqu'il y a eu toutes les versions d'utilisation de cet art-là, des défis entre les familles, des combats, il y a ces aspects violents, mais il y a ces aspects pacifiques. Ce qu'il faut retenir, je pense, le plus essentiel, c'est que cet art-là, dans la pratique rurale, dès la veillée et le soir, a contribué à pacifier, à ce que les gens se connaissent mieux, et à vivre ensemble et à se respecter. Et c'est cette notion du respect, dans la soirée et dans les moments de célébration, qui est la valeur essentielle de la pratique du tartib, et que nous gardons dans le moderne tartib. Le moderne tartib garde les valeurs essentielles qui ont été développées en Égypte pendant 5000 ans, comme art martial et comme jeu rural, et apporte 4 modifications
culturelle ou technique pour que tout Égyptien puisse en profiter. Dont le vêtement. Il y a trois autres changements. Alors, on voit à l'écran là actuellement cette vidéo où vous êtes plusieurs voilà, à faire cette démonstration de tartib. Il y a beaucoup d'élégance dans les gestes, voilà, beaucoup de vitesse. Et également, on voit qu'il y a véritablement un savoir-faire pour manier ce bâton. Est-ce que le bâton doit peser un poids spécial pour être maniable en fait? Le bâton mesure 1m30 de long, 1m30, 1m40. Il a un diamètre d'environ 3 cm. Hein. Il est en rotin, un bois de rotin. Donc plutôt léger. Disons plutôt tendre, c'est-à-dire que s'il y a un choc, il ne va pas abîmer. D'accord. Alors que dans les combats avant, le soldat n'utilisait pas un bois de rotin, il utilisait un bois beaucoup plus dur pour casser la tête, pour détruire la tête de l'autre. Aujourd'hui, il n'est plus question de détruire la tête, il est question de d'effleurer. Ouais. Et donc le bois de rotin permet un effleurement. Donc il pèse 400-500 grammes. Il ne faut pas qu'il soit trop léger, parce qu'on a besoin du poids pour le faire tourner. Et que le corps soit dans le mouvement, c'est ça l'essentiel. S'il n'y a pas ce poids, le corps ne va pas se mobiliser. On a besoin que le corps se mobilise, et on a besoin que le corps se bouge. Hein. Ce n'est pas un geste de main. Souvent, quand je dis ici à mes amis et mes parents égyptiens tartib, ils font tout de suite un petit geste de main. Je dis non, ça c'est pas ça. Le tartib, c'est le corps qui se déplace par rapport à l'autre, parce qu'il y a l'encombrement du bâton, et on ne peut pas avoir un mouvement de bâton sans la mobilisation du corps, hein, que ce soit pour une attaque ou que ce soit pour une défense. Ouais. Le tartib était essentiellement masculin. Vous avez dit, hein, l'armée, c'était exclusivement masculin. Totalement masculin. Totalement masculin. D'ailleurs, enfin, c'est vraiment dans l'esprit de la Haute-Égypte, quoi. On a vu dans les petites démonstrations qu'il y a sur votre site, par exemple, le Modern Tartib, qu'il y a des femmes aussi. Alors, quand est-ce que les femmes sont venues au Tartib? Parce que c'est à partir du moment où c'est devenu un sport, les femmes sont venues au Tartib? Il y a des petites démonstrations et puis il y a les grandes démonstrations. Donc celle que vous avez montrée ici à Bercy, il y avait 3 femmes qui étaient là, hein, quand même, hein, et puis dont une qui a fait des combats, qui s'appelle Mélanie, qui tient la section du Tartib à l'université Pierre et Marie Curie, Sorbonne, à Paris. Hein, donc nous avons une section là-bas. Les femmes ont commencé à s'intéresser au Tartib très tôt, mais on les a empêchés, on les a interdits, on les a dissuadés, on les a dit non, toi tu restes dehors, tu t'occupes des enfants. Néanmoins, c'est la femme qui donnait son accord pour que le fils aille faire du Tartib. Donc elle avait ça. C'est elle, donc elle tenait. Mais néanmoins, elle était interdite de pratique. Quand je suis venu en 2007 ici, avec un groupe de Français et des élèves du Caire, avec des élèves de Minya pour faire un premier stage international, des filles se sont présentées à Minya, des filles, des jeunes femmes, hein, des jeunes filles se sont présentées en disant « Et nous, est-ce qu'on peut ?» J'ai dit « Bien sûr, vous pouvez, joignez-nous. » Pourquoi? Parce que la femme a, à mon sens, les qualités requises, à savoir la souplesse et le respect de l'autre. Et la souplesse du corps et la souplesse mentale et le respect de l'autre sont les bases fondamentales pour pratiquer pacifiquement et de manière efficace le Tartib, que ce soit un homme ou un garçon. Ouais. Et comme la femme a cette qualité, bien sûr, elle le pratique. Et elle a pratiqué brillamment. Notamment Maggie, c'est la première en Égypte qui a pratiqué le Tartib sous forme d'un art martial. Hein. Et à cette occasion, au moment du stage, il y avait un grand mâle qui me demandait de présenter mes élèves. Donc je l'ai présenté 1, 2, 3, puis Maggie. Il m'a regardé, il m'a dit Daïda, qu'est-ce que c'est ça? Il dit c'est ça? C'est qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit elle s'appelle Maggie, elle fait partie de l'équipe, etc. Il m'a dit non, pas question, etc. Et tout de suite, dans l'instant, même pas, dans l'instant, une autre personne, un autre instructeur du Saïd est rentré, il m'a dit, il n'a rien du tout. Il a tout de suite pratiqué avec Maggie. Ouais. Je les ai réunis tous les deux, ensuite je dis, visiblement, vous avez des avis différents. Hein. Là, il m'a dit, non, c'est un art de guerre, il n'y a pas de femmes dans la guerre. Bon, maintenant, les femmes sont pilotes de chasse, oui, voilà, à Dubaï, hein, exact, non, même en Jordanie, je crois, ok, et bientôt en Égypte. Hein. Non, c'est un art de guerre, la femme n'a pas son place. Et l'autre personne qui s'appelle Ibrahim, il me dit, non, pas du tout, moi je préfère former une femme que 10 garçons. Parce que sur les 10 garçons, s'il y en a un qui comprend la valeur essentielle sous-jacente, ça sera un miracle, le reste, ça sera hasard, aïe kalam, donc des jeux, des amusements, et même fetawa, ou de la voyoucratie, exactement. Il dit, tant mieux, toi tu mériterais d'être ministre de l'Éducation nationale ici. Hein. Okay. Donc, voilà, la première femme est rentrée parce qu'elle a demandé, on a fait
Je vous donne un autre exemple, on était au Gizia Sporting Club une fois pour faire une présentation. Ouais. Les femmes se sont ruées en disant, et nous on peut? Oui, ouais, Vous voulez dire non? Elles sont motivées. Moi je cherche des gens qui sont motivés. ouais. Alors, de la motivation, vous avez eu beaucoup, vous avez été opiniâtre pendant très longtemps. Votre vœu, c'était de faire inscrire le Tartib au patrimoine culturel de l'Égypte à l'UNESCO. Vous avez réussi. Comment ça s'est passé? Pendant combien de temps vous avez milité vraiment pour qu'on reconnaisse voilà, ce sport? Je ne sais pas si on dit, c'est un sport. C'est votre côté saïdi. Oui. Pour l'obstination, l'opiniâtreté, il y a les racines saïdi. On a tous quelque chose de saïdi. Exactement. Exactement. Les racines, ma mère est d'Assiout, donc, et donc mes tantes sont à Assiout, donc j'ai des racines profondes à Assiout, et la famille est d'origine de Syrie. Donc on a à la fois cet enracinement et cette ténacité ou cette endurance sur le sujet. Effectivement, il en a fallu, puisque ça a duré 5 ans. J'ai démarré en 2011, ça s'est enregistré le 30 novembre 2016 à 15h15. Et même pas une demi-heure après, les communiqués de presse ont déferlé partout en Égypte. Les gens se sont rués sur les chaînes de télévision. Un tas de gens se sont rués sur les chaînes de télévision pour s'accaparer la victoire. Bravo, finalement, les gens se sont réveillés et ont récupéré cet énorme gâteau. Plus de 30 apparitions dans différentes chaînes, ce qui est pour une grande victoire. Parce que ces mêmes personnes n'étaient pas présentes pendant 5 ans. Ces mêmes personnes qui se sont répandues sur les chaînes n'étaient pas présentes. Même certaines qui étaient censées faire ce dossier étaient plutôt en conflit, en contradiction, en obstacle. Donc ça a été ma bataille pendant 5 ans, d'arriver à convaincre ces mêmes gens qui sont aujourd'hui partout à se répandre et à s'accaparer cette réussite. Et je suis content, parce qu'enfin ils sont sortis de leur niche, et que ce sont les mêmes gens avec qui j'ai beaucoup souffert pendant 5 ans pour arriver à faire inscrire ce dossier. Maintenant c'est fait, et le résultat c'est qu'ils sont montrés, et que maintenant il y a un effet que les gens s'intéressent au patrimoine. Parce qu'il y avait un risque que les gens ne s'intéressent pas au patrimoine. Donc il y a un intérêt au patrimoine, notamment celui du Tartib, et que l'Égyptien s'intéresse au patrimoine, probablement va réussir à sauver son âme, parce qu'il serait peut-être en train de la perdre, et qu'elle a été gardée et préservée dans le Saïd pendant des milliers d'années, et développée dans le Saïd pendant des milliers d'années, ça serait dommage de la perdre. Maintenant, la garder sous sa forme, c'est peut-être pas malin, parce que sous sa forme, ça ne sera pas transportable dans le monde urbain. Donc on a besoin de changer la forme, mais par contre, garder les valeurs essentielles, le contenu, c'est là qu'on peut faire. Le Tartib et d'autres pratiques, pas seulement le Tartib. Alors l'UNESCO le reconnaît comme quoi? Comme un art martial? L'UNESCO, il y a deux arts martiaux, si vous voulez, festifs. Ce sont reconnus ils ne sont pas reconnus en tant qu'art martial, hein. Ce sont 2 pratiques festives et de combat qui sont reconnus à l'UNESCO. C'est la capoeira, c'est le jeu brésilien qui vient d'Afrique, qui a été reconnu en 2014, et nous devions passer aussi en 2014. On devait être ensemble. Et ça sera, à mon avis, les 2 seules pratiques de combat festives au monde qui seront enregistrées à l'UNESCO. Il n'est pas question que le kung-fu ou le karaté, qui sont des techniques de combat, etc., soient inscrits. Pourquoi? Parce qu'autant la capoeira que le Tartib ont un contenu historique, culturel fort. Des racines, oui. Et surtout une pratique festive. C'est-à-dire qu'il y a la percussion, il y a la musique qui va, il y a le système circulaire, il y a un rituel de pacification avant le duel. Il y a tout cet environnement. Il y a un rôle pour les musiciens, pour le public et pour les joueurs, que vous n'avez pas dans tous les autres arts martiaux. Donc ces 2 exceptions mondiales, c'est la capoeira et le Tartib. Mais pour vous, le Tartib est un art martial, donc un sport. Il a été art martial pendant 3000 ans. Oui. Il est devenu. Comment vous le définissez, vous, maintenant? Aujourd'hui, moi je le pratique comme un art de combat, c'est le bâton de combat égyptien, festif. Oui. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que pourquoi ne pas faire une fédération internationale de Tartib? Pourquoi ne pas demander à être présent aux Jeux Olympiques? Est-ce que ça peut ouvrir d'autres portes? Ça fait partie des ambitions. Moi j'avais imaginé que pour l'ouverture des Jeux Olympiques qui sont passés au Brésil, l'équipe égyptienne se présente avec le bâton. Or, de ce que je vous ai dit avant pour l'UNESCO, a retardé les choses. Ok. Donc moi je pensais que l'UNESCO, quand j'ai eu cette idée en 2011, ait déclenché le processus, et que ça allait être fait dans les 2 ans. Non, ça a pris 5 ans. Donc nous avons cette inertie en Égypte qui fait que, moi je pensais 2016 pour les Jeux Brésil, c'était 2016, Rio, et 2020 qu'on ait effectivement un premier tournoi. On est loin de ça. Je pensais faire déjà le premier tournoi en Égypte il y a 3 ans. Il va avoir lieu en mai cette année. Le premier tournoi égyptien du Tartib va avoir lieu cette année. Il a déjà lieu à l'extérieur, ok.
Et la création d'une fédération en Égypte pourra avoir lieu dans 5-6 mois, d'après le ministre. Hein. C'était un des 4 points que j'avais discuté avec lui, notamment l'UNESCO, il a signé le dossier, le ministre des Sports. Hein. La culture, évidemment, il a signé. C'était aussi d'avoir le sport, parce que le défi est dans le sport, que cette pratique soit transportée du village vers la ville comme sport, pour que tout le monde le pratique, les hommes et les femmes. Alors, s'il y a des gens qui nous regardent et qui sont intéressés à pratiquer ce sport, est-ce qu'il y a des critères physiques à avoir? L'entraînement, comment ça se passe? Est-ce qu'on a besoin de se chauffer avant, ou est-ce que voilà, on peut commencer à prendre le bâton et apprendre quelques gestes pour y arriver? Ça se joue sur un tatami? Oui, c'est un tatami en fait, là, à l'écran. Ou c'est juste... Alors le tatami, c'est parce que ça c'est le plus grand festival des arts martiaux dans le monde, hein, parce qu'il y avait un énorme tatami. Et d'ailleurs il y avait des tissons de verre qui étaient là, puisqu'il y avait de la casse avant. Non, ça se pratique sur le sol, sur la terre, sur le gazon, sur le parquet, ça se pratique partout. Les critères physiques, alors c'est tout simplement être bien portant et une bonne motivation. Bien portant, une bonne motivation. Maintenant, le corps de l'Égyptien sportif, c'est un corps plutôt costaud en haut, très fort en haut, musclé, etc. Ça encombre la pratique. La pratique du tartib, ça requiert un corps plutôt fluide, rapide, pour qu'il puisse se déplacer, et la capacité à relier son mouvement. La souplesse aussi. La souplesse physique et la souplesse mentale. Okay, donc c'est quelqu'un, pas nécessairement de lourd, ni de fort en haut. J'ai dans mon équipe aujourd'hui en Égypte, et c'est dommage qu'on ne puisse pas voir les photos des entraînements que l'on fait actuellement pour former des instructeurs. Vous avez vu, il y a des gabarits très forts, hein, qui font de la capoeira, qui font des mixed martial arts, qui font de la boxe, etc., qui sont trop musclés en haut. Donc tout mon travail actuellement, c'est de donner de l'importance à l'équilibre général du corps et au train inférieur pour se déplacer. Et bien sûr, il y a un échauffement. Parce qu'il y a un échauffement, c'est très important. Pour que le corps se relie au bâton, c'est pas instantané, sauf les grands maîtres, les grands experts peuvent instantanément se relier, parce qu'ils ont cette pratique, ils ont développé ça. Mais aujourd'hui, on a besoin de s'échauffer, de se mettre en route, 20 minutes, une demi-heure, 40 minutes parfois. Hein. Avec mais comme vous êtes instructeur ici en Égypte, vendredi dernier et samedi dernier, j'ai fait 2 stages intensifs, je leur ai fait plus d'une demi-heure d'échauffement intensif pour qu'ils commencent à comprendre comment le corps va passer dans le bâton. Ça, c'est très, très important. Ouais. Les gens qui forment justement les entraîneurs, quoi, ils sont tous égyptiens, vous les trouvez en Haute-Égypte? Est-ce qu'il y a encore cette tradition-là? Les gens qui forment ou les gens qui sont en formation? Non, les gens qui forment les entraîneurs, Actuellement, la seule personne qui forme... Lénine, par exemple, la seule personne qui forme actuellement les instructeurs, c'est moi. D'accord, très bien. Okay. C'est moi. Pourquoi? Parce que les ma'alimines, ils ont une manière de transmission qui est une manière de transmission rurale. Il faut rester chez eux 5 ans. D'accord. Conduire avec eux comme un enfant et se développer. La méthode que j'ai créée, ça c'est le deuxième changement, c'est le troisième changement, puisqu'on a parlé de la ceinture, de la tenue, les femmes, ça c'est le deuxième. Le troisième, c'est la structure sportive. Le code sportif, le livre que j'ai publié, qui fait 300 pages avec 3000 photos, qui s'appelle Modern Tartib en version anglaise et française, après la version arabe qui avait été publiée en 2013. C'est la structure sportive. Pour, de manière très simple, arriver à transmettre ce qu'un ma'allim a appris pendant 4-5 ans avec la personne, qui ne peut pas rester chez lui 4-5 ans, de le faire dans une approche urbaine, sportive, normale. Hein. Et donc, c'est moi actuellement qui détiens cette capacité, cette compétence, puisque j'ai fondé Modern Tartib avec mes équipes, avec mes élèves en France et mes expériences en Égypte, dans des écoles au Caire et dans les stages à Minya. J'ai vu comment les jeunes urbains réagissaient, et c'est comme ça que j'ai constitué, dans des prototypes d'écoles ici au Caire à Minya, que j'ai constitué cette méthode-là. Et je suis actuellement en train de former des instructeurs qui sont déjà des sportifs, qui ont déjà un background d'arts martiaux. D'accord. Je voudrais juste savoir par curiosité, assez rapidement, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser au tartib? Comment ça s'est passé? Quel a été le déclenchement? Parce que c'est quelque chose auquel on ne pense pas. Pourquoi vous avez mis autant d'amour et autant de... Voilà. Alors, il y a des photos. De motivation. Il y a une photo où je suis tout petit, j'ai un bâton à la main et mes frères ont des bâtons. Donc ça remonte vraiment on a vu beaucoup de photos. À l'enfance. Bon, bref, on les verra peut-être une prochaine fois. Donc, vous avez dit tout ça remonte à l'enfance. À l'enfance, voilà. Tout à fait. Hein.
Et tout enfant dans le monde, dès qu'il prend un bâton, il le joue. Il faut nous voir quand on est là. Les enfants sont heureux, ils veulent. C'est naturel, parce que c'est une extension du corps. C'est l'adulte qui a perdu ce feeling, ce sentiment-là. C'est naturel. Ça ne m'a pas empêché de snober pendant 30 ans cette pratique-là, contre mes oncles et mes cousins, etc. En leur disant, mais non, ça c'est pas sérieux. Pourquoi? J'ai dit, le sérieux, c'est des trucs japonais et chinois. Pourquoi? Parce que je ne voyais que cette fameuse feuille qui ne mesure que 50-70 ans de folklore et de danse. Je ne voyais que ça. Je ne voyais pas le reste. Vous avez commencé avec ce genre d'art martial là ou pas? Lequel? Les Japonais, les Bien Chinois. sûr. Donc moi, j'ai 65 ans là. Hein. J'ai 47 ans. J'ai 47 ans de pratique d'arts martiaux, de l'aïkido, du karaté, du haïdo, du sabre, etc. Ce qui fait que quand j'ai traversé les différentes provinces de Haute-Égypte, quand je les ai parcourues pendant des années, avec mes lunettes d'arts martiaux, avec Galabé, son Galabé, ceux qui pensent que le tartib, c'est ça, ce mouvement de main, moi, je m'en foutais, je me fichais de ça là. Moi, je regardais les déplacements et les mouvements. Et donc, j'ai pu décoder toutes les astuces. Et c'est toutes ces astuces qui sont maintenant codifiées et mises dans les formes que j'ai créées, il y en a 8, et qui permettent de transmettre le savoir et l'expérience. Allez, si jamais les gens sont intéressés, je vous invite à taper Modern Tartib, où vous avez le site de votre le Facebook voilà. Et le site tartib.com. Et des vidéos aussi sur YouTube. En tout cas, on vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie. Sur les boulades. Et puis, bonne chance. Et puis, on viendra vous voir quand il y aura des tournois ici, bien sûr. Avec plaisir. Et vous serez peut-être des pratiquants. Peut-être. Vous avez une section qui est créée là. Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à tous de nous avoir suivis. On va se retrouver demain à partir de 10h30 à l'Hôtel du Caire avec une nouvelle équipe, une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Excellente suite de programme à tous et à tous.